Garana, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de ce journal. Nos câbles sous-marins sont-ils vulnérables? Après la demande d'inspection émise par le président de la République, la question se pose. Les risques de sabotage seraient minimes. Les explications dans un instant. Première ligne Papeete-Seattle ouverte. Les premiers passagers sont arrivés dans l'État de Washington. Une deuxième destination américaine donc pour la Polynésie. Nous serons en direct dans ce journal avec Natacha Silagi et son invité depuis le musée Chiouli où les produits du pays sont exposés pour séduire la clientèle. Et si la patate douce devenait un fort potentiel de développement pour les archipels, la direction de l'agriculture a réalisé des tests sur 1500 variétés de ce féculent. 5 pourraient être cultivées facilement dans les îles. Les détails dans cette édition. Et enfin, nous allons nous détendre à la fin de ce journal. Notre rubrique à Aïfenoua nous propose de découvrir des soins relaxants. 1,3 million de kilomètres. Voici la distance cumulée des 450 câbles sous-marins français qui relient les différents continents et pour lesquels le chef de l'État a ordonné une inspection après l'attaque des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Une information révélée par Europe 1. Parmi ces tuyaux, 1200 km sont en Polynésie. Selon l'OPT, le pays n'est pas concerné par cette exigence, mais inextricablement lié aux questions géopolitiques de l'Indo-Pacifique. Les câbles sous-marins en Océanie n'échappent pas aux rivalités entre puissances. Nicolas Suire, Jérôme Lee. Que se passerait-il si notre connexion Internet était interrompue ou très fortement ralentie? Cette question qui peut se poser survient suite au sabordage de 2 câbles en mer du Nord. Eh bien, il semble clair que notre vie au quotidien en serait fortement impactée. Tous nos commandes fournisseurs, tout se traite par email. Donc c'est sûr que si un jour il advient que Tahiti est coupé du monde via justement les réseaux Internet, c'est sûr que là, ça va poser un gros problème. On a besoin énormément d'Internet dans la mesure où tous les services dépendent d'Internet pour fonctionner. À Pamatei, en plein cœur de l'OPT, voici le centre de supervision des flux. Il veille au bon fonctionnement du trafic de données depuis la pose de Honotua et jusqu'à Manatua en passant par Natitua, soit environ 12 000 km de câbles. Si le trafic s'écroule, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un incident technique. Donc à ce moment-là, nos agents techniques télécoms sont chargés d'aller repérer le lieu exact de l'incident. C'est très facile, les équipements télécoms aujourd'hui qui sont embarqués aux extrémités des stations, enfin aux extrémités des câbles dans les stations télécoms, nous permettent de savoir exactement où la coupure est. Et le temps de la réparation, il ne devrait pas y avoir d'interruption du flux puisque la connexion est doublée. Nous avons maintenant 2 câbles sous-marins internationaux. Donc en cas de coupure sur l'un, le trafic sera complètement rerouté sur l'autre et vice-versa. Pour les câbles domestiques, là en revanche, nous n'avons pas de sécurisation pour l'heure. Donc on reviendrait temporairement sur du satellite en mode dégradé. Dans ce cas-là, les informations prioritaires telles que celles de l'aviation civile seraient maintenues, contrairement à l'accès aux sites Google, Netflix, Amazon ou autres réseaux sociaux, et ce, afin de permettre la circulation des données primordiales sur Internet, le temps de la réparation. La durée de vie d'un câble sous-marin étant limitée à 30 ans, l'OPT étudie la possibilité de tirer un câble entre le Chili et Tahiti. Après 1 an de négociations avec ses partenaires américains, la Polynésie a ouvert sa ligne Papeete-Seattle. 2 vols par semaine sont désormais programmés. Les touristes de cette ville sont répertoriés dans la catégorie de ceux qui peuvent mettre le prix pour s'offrir un peu de soleil. L'arrivée à Seattle était un événement ce matin. Reportage de nos envoyés spéciaux, Natacha Silagi et Mirko Vanfou. Ils sont les premiers à embarquer pour l'État de Washington depuis la Polynésie. Une centaine de Polynésiens curieux de découvrir Seattle. Je n'ai pas organisé encore, donc je verrai ça sur place. On part en amoureux, hein, voilà. 1 an de négociations plus tard, la ligne ouvre enfin avec l'envie pour la compagnie locale et le pays de réussir leur pari. Cette clientèle-là, aujourd'hui, en vol direct, elle a Hawaï, bien sûr, depuis des années. Elle a le Costa Rica et le Mexique. Elle n'a rien dans le Pacifique Sud. On va être la seule route directe du Pacifique Sud entre le Seattle et la Polynésie. Changement de décor à l'arrivée à Seattle après 9 heures de vol. Tout le staff de l'aéroport est présent. Le directeur accueille les Polynésiens, puis place au discours, dont celui du maire adjoint de la ville.
This is a wonderful collaboration between French Polynesia and Seattle. We recognize that C'est une très belle collaboration entre la Polynésie française et Seattle. Nous savons que les Polynésiens aiment voyager, les habitants de Seattle aussi. Ce sera l'occasion de partager les trésors qu'il y a de part et d'autre. Nous souhaitons la bienvenue aux touristes polynésiens sur la côte ouest. French Polynesia to the west. Il fallait bien 1 an de préparation, parce que c'est une vraie aventure, très excitante pour la Polynésie, en tout cas pour le devenir économique de la Polynésie. Donc nous attendons beaucoup de cette destination. Les premiers pas de danse polynésienne ont impressionné à Seattle, siège de Microsoft, Boeing, Amazon ou encore Starbucks. Les touristes américains devraient aimer l'idée de quitter le monde du business pour se poser un peu. Et nous restons à Seattle pour retrouver en direct Natacha Silagi et son invité. Natacha, bonsoir. Bonsoir, nous sommes dans plein centre-ville de Seattle au musée Shihuli, réputé pour ses sculptures florales incroyables. Et quoi de mieux que des fleurs pour parler de la Polynésie française. 150 personnes étaient invitées ici ce soir, des influenceurs, des tours opérateurs et des représentants de filières. À côté de moi, le PDG d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, bonsoir. Bonsoir Natacha. Il va maintenant falloir remplir 2 vols par semaine. C'est une autre histoire, ça va prendre du temps. Écoutez, en tout cas, ouvrir une route, c'est toujours un pari risqué, mais avec ce qu'on a vécu ce matin, l'accueil fantastique que nous avons reçu et le nombre de personnes qui sont venues ce soir et à qui j'ai parlé toute la soirée, ça me donne un regain d'optimisme. Alors bien sûr, ça prendra un peu de temps, mais cette route est très prometteuse. Enfin, tous les tours opérateurs que j'ai pu rencontrer, les croisiéristes, nous ont tous assuré que cette route va se remplir. Alors justement, je le disais, ces tours opérateurs, ils ont un rôle capital à jouer pour vendre la destination. Comment ils doivent la vendre ? Aujourd'hui, la destination est vendue principalement par les tours opérateurs, ne serait-ce parce qu'elle est un peu compliquée à vendre. Il y a beaucoup d'îles, il faut organiser les circuits intérieurs. Et puis la difficulté à trouver des chambres fait qu'on s'adresse à des spécialistes. Donc ils savent la vendre. Ils savent la vendre et il y avait une attente forte sur une deuxième route, et notamment une route qui dessert le nord-ouest des États-Unis, où vous avez vu ce matin quand on a atterri, Seattle a beaucoup de charme, mais le climat n'est pas leur atout majeur. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les snowbirds, des gens qui veulent voyager, qui veulent voir le soleil. Alors le tourisme repart fort en Polynésie, les chiffres sont bons. Est-ce qu'il faut continuer d'aller chercher des touristes coûte que coûte si on n'a pas les structures nécessaires pour les recevoir ? Il faut continuer à aller chercher des touristes, bien évidemment. Maintenant, les structures, il faut les bâtir. Maintenant, il faut accueillir, je dirais qu'il faut accueillir avec célérité, avec beaucoup de soutien, les projets d'hôtels. Ce qu'on ne voit pas forcément tout le temps, mais bon, il nous faut des hôtels, il nous faut des chambres, il nous faut des pensions de famille, et c'est très bien qu'il y ait Airbnb également. Merci beaucoup Michel Monvoisin d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et demain, place au Made in Fénois avec un salon commercial pour vendre les produits fabriqués tout spécialement en Polynésie. Merci beaucoup Natacha Silagi pour ce point en direct depuis Seattle. Les premiers passagers américains originaires de Seattle arriveront ce soir. L'Assemblée de la Polynésie aux couleurs de l'Océanie. Elle accueille la réunion technique du groupe du Parlement des îles du Pacifique. Cette rencontre a pour objectif de faire le point sur la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Tarahui, pacte pour l'économie bleue durable. Ils ont été pris en 2019 lors de la conférence qui rassemblait les présidents des parlements des 4 coins de cette région du monde. Durant ce rassemblement, les travaux s'articuleront autour de 3 axes. Le budget, la consultation avec les acteurs de la société et le travail sur les traités internationaux. Gaston Tongsong répond à Rowan Potoro, mais avant la réaction du porte-parole du GPIP aux îles Tonga. Je pense qu'il est important pour la Polynésie française, faisant partie du Pacifique, de mener en tant que précurseur la lutte contre le changement climatique ainsi que la protection de l'environnement. C'est primordial car le Pacifique est une ressource abondante qui assure des revenus pour nos familles et pour les insulaires.
Pas de plastique, la lutte contre le changement climatique, l'adaptation et l'accès aux médicaments sont les priorités. La protection de nos ressources revient souvent dans la discussion. Notre système d'exploitation des ressources marines, notamment des ressources halieutiques. Tout le monde sait maintenant que la Polynésie fabrique elle-même ses bateaux et arme elle-même ses bateaux et va elle-même pêcher ses poissons. Il n'y a pas d'armement étranger en Polynésie et ça c'est un exemple que tout le monde regarde de près pour voir comment on peut généraliser l'exemple de la Polynésie à l'ensemble des pays du Pacifique. La réunion se tient jusqu'à demain. De la politique maintenant avec cette question qui est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. Édouard Fritsch pourra-t-il encore être aux commandes du pays s'il était élu l'an prochain? Sa position en tout cas est claire. Il mènera bel et bien la liste du Tapurao territorial. Sur le plan de la légalité, cette fois, l'avis du Conseil d'État est attendu dans les prochains jours. Nicolas Suire et Jérôme Lee. Édouard Fritsch peut-il ou ne peut-il pas être élu pour un autre mandat présidentiel? C'est la question qui divise le monde politique aujourd'hui. Pour rappel, en 2013, Gaston Floss est élu président de la Polynésie française. Mais ses affaires en justice le rattrapent et il devient inéligible. Un an plus tard, Édouard Fritsch est élu président et il est réélu à la fin de son mandat. Au total, 2 mandats, la limite. Mais seulement 9 ans de présidence, donc 2 mandats incomplets. Alors est-il légal qu'Édouard Fritsch se présente une 3e fois? Difficile de répondre. Le nouveau haut-commissaire a annoncé que le gouvernement central poserait la question au Conseil d'État, car chaque juriste peut avoir sa propre interprétation des textes et une telle situation ne s'est jamais présentée. On n'a pas de réponse à cette question et c'est bien pour ça que le Conseil d'État a été saisi. Mais c'est vrai que de manière traditionnelle, quand on parle de mandats successifs ou consécutifs, on parle de mandats qui ont été exercés sans discontinuité. Dans l'opposition, on n'est pas de cet avis-là. Techniquement, je pense qu'il ne devrait pas avoir le droit de se représenter. Maintenant, c'est au Conseil d'État de trancher. J'ai cru comprendre que le nouveau commissaire allait saisir le Conseil d'État. Il y aura peut-être ensuite, après les élections, dans le cas très improbable où il serait à nouveau élu, il peut y avoir des recours, mais bon, au Tavini, on ne compte pas sur les faiblesses des autres pour l'emporter. Le statut dit 2 mandats et que par conséquent, il faut s'en tenir à cela. Il y a une interprétation faite par les juristes du président, donc il se voit plus proche, en fin de compte sur les 10 ans, il en a fait 9, et lui qui d'en faire 14, ça lui pose aucun problème. Pour l'heure, Édouard Fritsch annonce une candidature aux prochaines élections territoriales. Jusque-là, pas de problème. Mais s'il se présente ensuite comme candidat à sa propre succession, un représentant, un candidat ou le haut-commissaire pourrait saisir le tribunal administratif. Ce dernier suivrait sans doute l'avis du Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle cet avis est très attendu. Et demain, ce sera une des questions posées au politologue Semir Alwardi. Il sera l'invité café de la matinale radio. Nous vous en parlions hier, le nouvel hélicoptère affecté à la frégate Prairial est arrivé sur le territoire. Après déchargement d'un porte-conteneurs au quai de Papeete et les opérations de dédouanement, l'appareil a été transporté par la route au GAM de FAA. Il sera remonté puis débuteront les phases d'essai au sol et en vol avant son déploiement sur la frégate. Le reportage est signé Jacques Damour. C'est par voie routière que l'hélicoptère Dauphin type N3, affecté à la frégate Prairial, a rejoint le groupement aéronautique militaire de FAA. Parti il y a 2 mois de Toussus-le-Noble dans les Yvelines, l'appareil a été embarqué sur un porte-conteneurs civil qui l'a transporté jusqu'au Fénour. Nous l'avons ce qu'on appelle démobilisé pour l'amener à Toussus-le-Noble. Nous avons fait des visites de maintenance pour qu'une fois à Tahiti, eh bien, il y ait beaucoup de potentiel disponible sur l'hélicoptère pour être utilisé par la flottille 34F et le détachement Prairial. On se souvient que le 5 août dernier, l'hélicoptère Alouette 3 du détachement de la 34F avait décollé pour la toute dernière fois du pont d'envol de la frégate de surveillance pour son dernier vol et avant son retrait définitif du service.
Une machine présente en Polynésie depuis 2003. Alors, pour remplacer ces vieux hélicoptères Alouette 3 qu'elle utilise depuis les années 60, la Marine nationale a décidé de se tourner vers le secteur privé pour louer une flotte dite intérimaire composée entre autres de Dauphin 3 en attendant la livraison des premiers hélicoptères interarmés légers baptisés Guépard. C'est une location de 12 hélicoptères de type Dauphin N3 à la Marine nationale. Donc c'est un marché qui est notre client n'est pas finalement la Marine nationale mais la DMAE et l'utilisateur final est bien la Marine nationale. Avec un rotor principal de 11,94 m de diamètre pour une longueur de 13 mètres, le Dauphin de l'aéronaval est motorisé par 2 turbines de 852 chevaux chacune. En charge utile, il est en mesure de transporter 5 passagers. Sa vitesse maximale atteint les 300 km/h et sa distance franchissable 900 km. Mais avant, place aux essais. Il va y avoir une phase de montée en puissance des capacités du détachement qui va prendre quelques jours, de façon à ce que les équipages et les techniciens puissent s'approprier cette nouvelle machine et le matériel de soutien qui l'accompagne. En tout état de cause, la frégate Prairial ne partira pas sans son nouvel hélicoptère Dauphin pour la mission de longue durée qu'elle effectuera le mois prochain. Et de son côté, le patrouilleur Arago poursuit ses missions de police des pêches aux Marquises, aux limites de la ZEE, à des contrôles très réguliers qui ont pour but de dissuader les navires étrangers de s'aventurer dans la zone économique exclusive de la Polynésie pour y pêcher. Comme à l'accoutumée, il a fait une escale à Nukuhiva, à l'occasion pour les élèves et la population de visiter le navire. On écoute ses réactions recueillies sur place par Marie Curva. On entend un petit peu des échos à droite, à gauche par rapport pour les balises des rivages, tu vois, c'est pour ça. On voulait vraiment rencontrer avec le commandant de Arago ce qu'il fait pour nous en Polynésie, parce qu'il ne faut pas oublier que Arago est aussi attaché avec la commune de Nukuhiva. Le mode d'action qui consisterait à déposer un DCP à l'entrée de la ZEE et puis à le récupérer plusieurs milliers de kilomètres plus loin, chargé de tous les poissons de la Polynésie, c'est un mode d'action qui nous paraît peu probable. En revanche, il est vrai que des DCP se retrouvent dans la ZEE par le fait des courants et de l'inattention des pêcheurs qui pêchent en bordure de cette ZEE. Et donc, nous surveillons particulièrement la présence de ces systèmes dans les eaux et nous les récupérons d'ailleurs le cas échéant quand on les croisons en mer. Retour à Tahiti et plus précisément à Papara, où la direction de l'agriculture achève son programme de recherche sur la culture de patates douces. Pour trouver le féculent qui résiste au mieux au climat tropical, elle a testé 1500 variétés. Et seules 5 retiennent l'attention des chercheurs. Parmi elles, la patate douce Mira, une variété polyvalente à gros rendement et surtout très résistante aux nuisibles. Sa culture pourrait bénéficier aux habitants des archipels. Ismaël Tahiata et Rowan Potorou. C'est la muse des patates douces, une chair blanchâtre parsemée de petites taches mauves. La Mira, c'est son nom. En termes de production, c'est celle qui peut offrir le meilleur rendement. Comme vous pouvez le voir, c'est des patates qu'on a récoltées au bout de 3 mois. Donc au bout de 3 mois, on a des patates douces qui sont de bonne taille pour pouvoir être commercialisées. Comme la Mira, 4 autres variétés ont été obtenues après 3 ans d'expérimentation. Pour la faire pousser, il suffit de planter la liane. Plusieurs d'entre elles ont été envoyées dans les îles. On a vu suite au Covid qu'il y a eu si jamais on a des problèmes d'approvisionnement, qu'on soit capable de produire des choses et qu'on puisse avoir à manger sur la table. Donc on revient vers le vivrier et c'est une alternative au riz. Les Marquises aussi sont demandeurs d'un archipel où les fruits poussent en abondance. Les tubercules, un peu moins. Nous, aux Marquises, à 3 mois, on hésite un peu de déterrer. Là, à 3 mois, c'est quand même gros. Là, aujourd'hui, je vois, et quand je vais rentrer, à 3 mois, je vais récolter. Parce que moi, j'attends 6 mois. 6 mois pour récolter quand même ma patate. 200 tonnes par mois, c'est l'estimation du marché de la patate aujourd'hui. Les îles jouent un rôle majeur dans son développement. On a plus de surface agricole dans les îles, notamment aux îles australes, Rimatara, Tubuai et aux îles Solvang,
pour planter la patate douce. C'est un climat qui s'y prête. Et surtout de le planter de façon mécanisée. Ce n'est pas quelques centaines de mètres carrés qu'on a besoin de développer, c'est plusieurs dizaines d'hectares. Une fois récolté, place au nettoyage, la découpe se fait ensuite au choix, soit en frites, soit en rondelles. Il n'y a pas de perte, la cuisson se fait avec la peau. Aujourd'hui, le produit importé est entre 800 francs et 1200 francs le kilo en frites. Je pense qu'en Polynésie, avec les rendements qu'on va faire, on est capable d'être en dessous des 700 francs le kilo. Belle, goûteuse, résistante aux maladies et pas chère. Mais et le goût alors? C'est vraiment délicieux, hein? Vraiment, vraiment délicieux. Mieux que la pomme de terre? Ah oui. Beaucoup, beaucoup mieux. Elle a un peu sucré, elle a un autre goût, quoi. Sur un hectare, la production peut atteindre 20 tonnes. À raison de 3 récoltes par an, c'est 60 tonnes de patates douces en bonus. Et comme promis, place au bien-être à présent avec notre rubrique à Haïfinois consacrée au massage ayurvédique et sonore. Un reportage de Mélissa Chang. Le massage ayurvédique fait partie de la médecine traditionnelle indienne. À Punaoya, après 2 ans de formation, Ken en a fait son métier et dans sa pratique, il utilise une huile de massage bien spécifique. En Ayurveda, l'huile de sésame, c'est une base de travail dans les massages. Donc c'est une huile qu'on dit antioxydante, c'est-à-dire qu'elle va permettre de faire sortir les toxines de la peau. Elle va venir tonifier le muscle, le détendre également. Au niveau de la peau, ça a une action qui est nourrissante, donc c'est une huile qui est très complète. Les muscles se relâchent et éliminent toutes les tensions nerveuses. Le corps, très sollicité au quotidien, retrouve une meilleure posture. J'ai eu un accident il y a quelques temps et j'ai toujours des douleurs résiduelles à ma cheville droite et je suis venu pour essayer d'assouplir ma cheville et d'avoir un peu moins de douleur. Un battement pour une inspire. Un battement pour une expire. Sylvie pratique le massage sonore et utilise une 50aine d'instruments. Ici, les sons graves et aigus s'entremêlent et pénètrent profondément dans le corps. Le cerveau se synchronise sur ce rythme et fait diminuer la pression artérielle et le stress. Une onde de bien-être envahit Leilani. Je fais un voyage en fait, avec l'impression de partir loin d'ici, t'es plus sur terre quoi. Et ça m'a apporté beaucoup de bien en tout cas. Certains instruments réagissaient sur mon corps, donc c'était impressionnant aussi. Actuellement, des chercheurs du CNRS essayent de décrypter l'impact de ces vibrations sonores sur le corps humain. Certains hôpitaux américains proposent déjà des massages sonores appelés gongs aux personnes souffrant de dépression et d'anxiété. Ils viennent surtout pour se relaxer. C'est vraiment un instant de relaxation, de rendez-vous avec soi, de découverte aussi, d'expérimentation et puis d'évasion. Et en fait, ce sont des sons qui apportent tous leur propre énergie et leur propre baume à chaque partie du corps. C'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce soir, le Dreamliner d'Athènes est bien arrivé à Seattle. Sur place, un accueil à la Polynésienne a été réservé aux passagers américains. Un nouveau potentiel touristique pour la Polynésie, vous l'avez entendu, avec Michel Monvoisin, le PDG de la compagnie. Il faudra construire des hôtels puisque la Polynésie continue d'aller chercher des touristes. Votre magazine Vevo vous donne rendez-vous à Fatuhiva où s'est déroulée la 13e édition du Matava'a organisée au début du mois de juillet. Voici tout de suite un extrait. À 1 jour et demi du Matava'a, sur l'embarcadère principal de Motutapu, l'accueil est chaleureux. L'âme de l'île vibre au son des percussions et du mavemai. Les délégations arrivent depuis 3 jours de Tahiti et des 4 coins de l'archipel comme ici.
les troupes de Uapo et Uahuka. Et le mercredi, c'est une soirée 100% magazine. Donc après Vivo, Bleu Océan vous emmène à Kachiou, où l'on trouve peut-être les bateaux les plus colorés des îles. Et sa pousse au Fénois vous ramène aux Marquises, à Uapo, pour vous parler d'élevage. À la une de votre quotidien demain, les 15 doléances des syndicats sur l'inflation. Merci de nous avoir suivis. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.